Bonjour YouTube, salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons présenter les cocci à grammes positifs. C'est un cours conforme au programme de microbiologie de 3e année de médecine. Mais bien sûr, si vous êtes en 4e année en train de préparer le module de infectiologie ou bien de réviser, marhaba bik bien sûr. Avant de commencer la présentation, je vous annonce que je ne suis ni microbiologiste ni infectiologue, mais les informations que j'avais utilisées pour former cette présentation sont toutes trustworthy, يعني ما تخافش. Et si ce n'est pas votre première couche, vous pouvez bien sûr sauter entre les chapitres. ديروا واش حبيت يعني كيما تساعدك اقرا. ويلا بسم الله. Pour ce qui est de plan de cours, on va tout d'abord introduire et définir qu'est-ce qu'un cocci-agramme positif et savoir comment les différencier biologiquement et microscopiquement. Deuxièmement, on va aborder les staphylocoques, puis les streptocoques et finalement les entérocoques. Yallah. Premièrement, on va définir qu'est-ce qu'un cocci-agramme positif. Les cocci-agrammes positifs sont des bactéries d'apparition violette après coloration de Gram. Elles peuvent être différenciées soit microscopiquement, soit biologiquement. Microscopiquement, on va analyser l'aspect de la bactérie. L'aspect de la bactérie va nous permettre de classer les cocci-agrammes positifs en staphylocoques, qui sont des cocci-agrammes positifs organisés en amas, et en streptocoques et entérocoques, qui sont des cocci-agrammes positifs organisés en petites chaînes appelées chaînettes, qui sont formées de soit deux cocci ou plus. Deux cocci appelés diplocoques ou bien plus appelés chaînettes. Biologiquement, par contre, pour différencier entre les staph et les strepto-entérocoques, on va utiliser le test appelé test à la catalase. Ce test va rechercher la présence ou pas d'une enzyme appelée catalase en ajoutant une goutte d'eau oxygénée qui est l'H2O2 sur une lame contenant un inoculant bactérien, et le test est noté positif en cas d'apparition de bulles. C'est le cas des cocci-agrammes positifs appelés catalase positive, et c'est le cas des staphylocoques. Par contre, nous avons les entérocoques et les streptocoques qui sont dits à catalase négative, car l'ajout d'H2O2 ne va donner rien du tout. Elles sont à catalase négative. Alors, on va aborder donc les staphylocoques, après les streptocoques et les entérocoques. Les staphylocoques, on va les définir. Ce sont bien sûr des cocci-agrammes positifs regroupés en amont et dont la sous-classification va dépendre de la présence ou absence d'une enzyme appelée coagulase. Donc, pour différencier entre staphylocoque et entérocoque strepto, on déroule le test à la catalase. Pour différencier entre staphylocoques qui sont à catalase positive, on déroule le test à coagulase. Le test à coagulase, on va rechercher la présence d'une enzyme appelée coagulase qui, comme son nom l'indique, va être capable de coaguler le plasma en dégradant le fibrinogène en fibrine. Pour ce faire, لازم نكون على بالنا باللي c'est un staphylocoque. Il est à catalase positive. درنا le test à la catalase خرج positif. En deuxième lieu, sur la lame qui contient l'inoculum اللي على بالنا باللي فيه un staphylocoque, on va ajouter du plasma. Le plasma, pardonnez-moi, le plasma, si il coagule, on va dire que ce staphylocoque est à coagulase positive, et c'est le cas du Staphylococcus aureus. Et s'il ne coagule pas, c'est le cas du Staphylococcus epidermidis et le Staphylococcus saprophyticus. Ok? Dans la suite de cette partie du cours, on va notamment mettre l'accent sur le Staphylococcus aureus, et puis on va dire quelques mots sur Staphylococcus epidermidis notamment et saprophyticus, Inch'Allah. Voilà, on va détailler l'aureus parce que tout simplement, il est de forte implication dans de nombreuses pathologies en clinique. Yallah, nous allons le Staphylococcus aureus. Ce Staphylococcus prend son nom aureus qui signifie littéralement en latin doré, yani bidhab, which also is called golden grape in English. Grape c'est par rapport au raisin parce qu'il va s'agréger ou se regrouper en amont, mais doré. وعلاش doré? Parce que lorsqu'on utilise la coloration dite MSA ou mannitol salt agar stain, appelée aussi milieu de Chapman, on va observer que le Staphylococcus aureus va prendre une coloration dorée. Par contre, les autres qui sont à coagulase négative vont former des colonies rouges et non dorées au milieu de Chapman.
Alors, deuxièmement, l'habitat. Il faut savoir que le Staphylococcus aureus est très répandu chez l'homme et l'animal, et environ 30% de la population est contaminée sans traduction clinique. Donc des porteurs sains. Car en fait, le Staphylococcus aureus va former une grande proportion de la flore bactérienne des muqueuses, notamment des fosses nasales et les zones humides cutanées, yani les aisselles et l'appareil génital et le périnée surtout. La transmission, elle peut se faire de manière directe par contact interhumain et indirectement par les vêtements et la literie. L'apparition d'épidémies nosocomiales est très possible en cas de négligence des règles d'hygiène hospitalière et d'asepsie, etc. Donc, les facteurs de virulence ou de pathogénicité. Alors, pour ce qui est de facteurs de virulence, nous avons premièrement la protéine A. La protéine A, spécifique du Staphylococcus aureus, est capable de fixer des anticorps IgG et comme un macrophage, ce qui va permettre l'échappement à l'opsonalisation et donc un échappement à la phagocytose. Il va lui conférer un pouvoir antiphagocytaire. Deuxièmement, les adhésines. Les adhésines sont, comme leur nom l'indique, des protéines de la paroi qui vont permettre au Staphylococcus aureus et aux autres staphylocoques de s'adhérer aux surfaces, aux cellules, pardon. Par contre, ce qui est spécifique pour le Staph aureus, c'est le clumping factor qui donne au Staph aureus la capacité de se fixer sur des surfaces notamment solides ou bien biologiques comme les valves cardiaques à l'origine d'endocardite infectieuse. Pour les surfaces solides, cela va expliquer pourquoi le Staph aureus est capable de former des biofilms. Les biofilms qui m'a déjà, c'est une propriété de quelques bactéries de s'adhérer à des surfaces biologiques ou pas pour échapper au contrôle macrophagique ou immunitaire et pour échanger des gènes de résistance aux antibiotiques. Le Staphylococcus aureus pose beaucoup de problèmes à cause des souches multirésistantes, notamment MRSA, qui est le Staphylococcus aureus méticillo-résistant, et l'apparition de nouvelles souches qui sont VERSA, qui est même résistante à la vancomycine. Ou les toxines. Les toxines élaborées par le Staphylococcus aureus sont notamment représentées par l'hémolysine, l'on connaît 4, et notamment la leucocidine qui est capable de dégrader les leucocytes et les macrophages. Bien sûr, les macrophages sont des leucocytes. Les entérotoxines qui sont capables de provoquer des toxi-infections. Les toxi-infections dues aux entérotoxines, les entérotoxines sont capables de résister le réchauffement. يعني لو كان عندك ماكلة قاسها هذا l'entérotoxine تاع الستافيلوكوك aureus, même إلا تغليها à 100 degrés Celsius ما راحش تيليميني هاد le toxine, et puis لو كان تاكل on va observer des vomissements et des infections postprandiales. عندنا تانيك le toxic shock syndrome toxin TSST number 1 qui est impliqué dans le syndrome du choc toxique que l'on va détailler un peu plus tard, et l'exfoliatine qui est responsable du décollement de l'épiderme lors de l'impétigo bulleux ou en cas de syndrome de la peau ébouillantée, qui est la maladie de Ritter von Rittersheim. Ok. Pour ce qui est de pathologies associées au Staph aureus, nous avons des lésions suppurées cutanées, épidermiques et sous-épidermiques, épidermiques comme l'impétigo et sous-épidermiques comme la folliculite. Nous avons aussi les lésions ostéo-articulaires comme les arthrites suppurées et l'ostéomyélite et la pyomyosite pour les lésions musculaires. Nous avons aussi la formation d'abcès et les lésions mammaires à l'origine de mastite, notamment en période d'allaitement. Si le Staphylococcus aureus trouve son trajet pour se trouver au niveau de la circulation générale, à cause de la propagation des suppurations déjà citées, cela va conduire à une bactériémie et puis une septicémie à Staphylococcus aureus, qui conduira éventuellement à un état de choc spécifique du Staphylococcus aureus, appelé l'état de choc toxique
à Staphylococcus aureus liés à la libération du TSST1, déjà mentionné dans cette vidéo, et qui va par la suite provoquer une réaction inflammatoire systémique qui va déprimer le cœur et conduira à une hypotension artérielle et un mauvais débit cardiaque, ce qui donnera par la suite une défaillance multiviscérale et fort probablement la mort du patient. Il faut savoir aussi que la porte d'entrée de cette bactériémie peut être iatrogène en rapport avec l'utilisation de cathéters ou bien de seringues non stériles comme en milieu hospitalier ou bien pour les toxicomanes qui utilisent des matériels non stérilisés. Par contre, chez la femme, la porte d'entrée d'une bactériémie à Staphylococcus aureus peut être gynécologique en rapport avec l'utilisation de tampons hygiéniques pour les règles, qui sont bien sûr non stérilisés. Alors, pour le diagnostic d'une infection à Staphylococcus aureus, il existe deux moyens, un moyen direct et un moyen indirect. La technique directe de diagnostic va se baser sur l'isolement de la bactérie en milieu de Chapman. Elle va rechercher les toxines en cas de disponibilité, les milieux très spécialisés, qui sont le TSST1, l'échantillon تاعنا, et on peut donc conclure que l'infection ou l'inoculum هذا فيه Staphylococcus aureus. وثاني عندنا l'étude de sensibilité aux antibiotiques qui est très indispensable pour la démarche thérapeutique parce que le canal a devant un Staphylococcus aureus résistant à l'ampicilline, ما نقدروش نمدو l'ampicilline par exemple. Bon, c'est un exemple par cas. La méthode indirecte se base sur le dosage d'anticorps anti-staphylocoque pour le suivi des patients sous antibiothérapie mal adaptée. Finalement, le traitement, bien sûr, c'est une antibiothérapie. Bekri, on utilisait la méticilline qui est une pénicilline M. Elle a été retirée du marché parce que خرجوا بزاف les souches تاع Staph aureus résistantes à la méticilline. يبقى le Staphylococcus aureus sensible au fluoroquinolone, à la pristinamycine, à l'érythromycine et au céphalosporine. Une information ternite, les antistaphylococciques majeurs, كاين 4. La vancomycine en premier lieu, et les autres كاين la pristinamycine, l'acide fusidique et la rifampicine, malgré la rifampicine en Algérie est réservée totalement pour le traitement de tuberculose en premier lieu. C'est un antituberculeux de première ligne. Donc لازم نروحو les autres staphylocoques. Le Staphylococcus epidermidis est un commensal cutané et muqueux majeur, donc de diagnostic difficile, parce qu'il est difficile de différencier une infection du patient à Staph epidermidis ou bien d'une simple contamination du prélèvement par le médecin traitant ou bien du manipulateur qui a prélevé avec le sang, avec la culture, ou là, je sais pas. Donc pour lutter contre ce problème, on va reposer sur le contexte clinique du patient et essayer de séparer plusieurs souches de Staph epidermidis de propriétés biologiques et morphologiques identiques. Il faut savoir aussi que le Staph epidermidis est aussi un germe très opportuniste à cause de sa capacité de former des biofilms autour des prothèses et cathéters. En cas de sepsis, il suffit donc d'enlever la porte d'entrée qui est le cathéter ou bien la prothèse ou je ne sais pas. Il peut aussi fréquemment se voir en cas d'utilisation de dialyse péritonéale et donner des péritonites purulentes ou bien des endocardites en cas de cardiopathie sous-jacente. Pour ce qui est de streptocoques, on va les définir premièrement. Ce sont des cocci à gram positif, anaérobies, aérotolérantes, organisées en chaînettes. Elles sont classées selon la classification de Rebecca Lansfield, basée sur le polysaccharide C, ou bien on va se baser aussi sur la classification qui se base sur le type d'hémolyse. Nous avons 3 types d'hémolyse. Hémolyse de type alpha, hémolyse de type bêta et hémolyse de type gamma. Pour les streptocoques alpha-hémolytiques, l'hémolyse est incomplète. La coloration est verdâtre par transformation de l'hémoglobine en biliverdine. Cela intéresse les streptocoques viridans et Streptococcus pneumoniae. Pour ce qui est de Streptococcus bêta-hémolytique, l'hémolyse est complète et donne un milieu jaune transparent par dégradation totale de l'hémoglobine. Cela intéresse Streptococcus agalactiae et Streptococcus pyogène. Ou finalement,
les streptococcus gamma hémolytiques ما عندهمش كامل une activité hémolytique, donc absence d'hémolyse, et cela intéresse notamment les entérocoques. Deuxièmement, la classification de Lancefield, elle se base sur le polysaccharide C, classe les strepto-hémolytiques en 16 groupes, mais on va étudier que le groupe A et B, et le pneumocoque qui n'est pas classé selon cette classification. Il faut je mettre en tête que le pneumocoque ما تجوزش عليه la classification de Lancefield. نعرفوا عليه برك بالليك il est alpha hémolytique, donc d'hémolyse incomplète qui transforme l'hémoglobine en biliverdine et donne une coloration verdâtre. Ok? Le Streptococcus le Streptococcus pyogène est un cocci à gram positif, bêta hémolytique, bacitracine sensitif. Au contraire, le Streptococcus agalaxié et bacitracine résistant. Donc, nous pouvons différencier entre les Streptococcus bêta hémolytiques, les hormones pyogènes et agalaxiés sur une lame. لازم نزيدو la bacitracine. Le germe هذاك يموت, donc c'est le streptocoque pyogène. On observe une résistance à la bacitracine, on conclut que c'est le Streptococcus agalaxié. Okay? Il est classé dans le groupe A en ce qui concerne la classification de Lancefield. Pour l'habitat, il est commensal, notamment au niveau du pharynx et de la peau. La pathogénicité du Streptococcus pyogène est liée notamment à une protéine appelée la protéine M, qui est une protéine de la paroi de la famille des adhésines et qui lui donne un pouvoir antiphagocytaire. Les enzymes, notamment la hyaluronidase, qui dégrade l'acide hyaluronique à l'origine de la fuite de la bactérie vers la circulation générale, et donc des bactériémies, puis septicémies, etc. Les adéanases, streptokinase et les protéases. En plus des enzymes et de la protéine M, on a les toxines, notamment la streptolysine O et S, qui est notamment hémolytique et qui lui confère le caractère bêta-hémolytique. En cas de complication, le dosage d'anticorps antistreptolysine O, appelé ASLO, est utilisé. Les pathologies en rapport avec le Streptococcus pyogène vont dépendre du terrain et du siège. Par exemple, chez les enfants surtout, nous avons l'angine streptococcique et la scarlatine. Des infections cutanées suppurées, notamment l'impétigo qui touche l'épiderme et l'érysipèle qui touche le derme et l'hypoderme, ainsi que, dans certains cas, les surinfections de plaies profondes et de brûlures graves peuvent facilement rendre le pronostic sombre, car elles peuvent donner des inflammations très étendues et nécrosantes, ainsi que des états septiques graves. La septicémie à Streptococcus pyogène, dont le toxic shock syndrome du Streptococcus pyogène et qui est très semblable à celui du Staph aureus. La complication du Streptococcus pyogène est appelée complication post-streptococcique, où on a notamment ZOUJ. Deux complications majeures. Premièrement, le rhumatisme articulaire aigu, et deuxièmement, la glomérulonéphrite aiguë. Pour le rhumatisme articulaire aigu, qui se complique notamment au niveau cardiaque par des myocardites, des péricardites purulentes et des endocardites infectieuses, dont les lésions, attention, les lésions des endocardites infectieuses dans ce cas sont dépourvues de germes à cause de leur caractère auto-immun et non bactérien pur. Parce que la protéine M et quelques protéines portées par le tissu cardiaque, il existe un mimétisme moléculaire entre les deux. Donc, le système immunitaire va confondre, après qu'il reconnaît le Streptococcus pyogène et sa protéine M, il va confondre par la suite le tissu cardiaque comme étant étranger. Et donc, il y a des myocardites et péricardites ainsi que d'endocardites infectieuses auto-immunes dépourvues de caractère bactérien. Okay? Une autre complication, c'est la glomérulonéphrite aiguë qui reste rare mais qui est due au dépôt des complexes immuns sur la paroi glomérulaire, ce qui conduit à l'activation du complément et finalement l'inflammation du glomérule. Le diagnostic d'une infection à Streptococcus pyogène, qui est la méthode directe et indirecte. Pour la technique directe, en cas d'angine, on va prélever les amygdales et puis on va isoler le Streptococcus pyogène. Il est bêta-hémolytique, donc nous voyons la bêta-hémolyse. Et bacitracine sensitif pour le différencier du Streptococcus agalaxié qui est bacitracine résistant. Et quand
Sinon, le cas de une angine, on va tout simplement prélever le site d'infection, parfois des hémocultures. La méthode indirecte, rétrospectivement, en cas de complications post-streptococciques, doser les anticorps anti-streptolysine O et les anticorps anti-streptokinase et anti-adéanase. Le traitement de cas, finalement, la pénicilline G, et qui est remplacée en cas d'allergie par les macrolides. Et pour prévenir les complications post-streptococciques, on utilise l'extensiline. Maintenant, deuxièmement, Streptococcus agalactiae. C'est un streptocoque bêta-hémolytique de groupe B, incapable de sporulation et basse citracine résistant. Pour l'habitat, plusieurs porteurs sont sains, notamment au niveau de la flore de la muqueuse vaginale, ce qui explique sa forte prévalence chez les femmes enceintes car il peut passer du vagin vers l'utérus et infecter la paroi utérine et le liquide amniotique à l'origine de la chorioamniotite qui va toucher bien sûr le liquide amniotique et le placenta et les autres annexes embryonnaires, ce qui augmente le risque d'accouchement prématuré. Parfois, il peut même infecter le fœtus lui-même et provoquer la mort intra-utérine. Pour les facteurs pathogènes du Streptococcus agalactiae, nous avons une capsule polysaccharidique qui est en même temps un facteur de virulence et un agent de protection antiphagocytaire. Pour diagnostiquer une infection bactériologiquement, le diagnostic bactériologique du Streptococcus agalactiae, premièrement, nous avons la culture sanguine ou bien du liquide cérébrospinal, LCR. La recherche d'anticorps, alternativement, la recherche d'anticorps dans le LCR, mais qui est peu sensible. Et le prélèvement des muqueuses vaginales chez la femme et les muqueuses gastriques chez le nouveau-né, qui va permettre de déterminer la décision thérapeutique. Pour ce qui est de traitement, c'est la pénicilline G. Maintenant, avant d'entamer les entérocoques, لازم نجوزو على le pneumocoque. Très souvent, نسمعو اسم pneumocoque plus que Streptococcus pneumoniae, parce que c'est une espèce particulière des streptocoques par le fait qu'il se regroupe en diplocoque plutôt qu'en chaînette, et par sa capsule et par le fait qu'il est inclassable selon Mansfield. Ok, donc il est très spécial par rapport aux autres streptococcus. Le Streptococcus pneumoniae est identifié en culture par son caractère alpha-hémolytique et sa sensibilité à l'optochine. Donc il est alpha-hémolytique, donc l'hémolyse n'est pas complète et donne un produit verdâtre, et optochine sensible. Okay? Contrairement aux autres streptococcus qui sont totalement résistants à l'optochine. Donc c'est ça comment le différencier des autres. Pour la pathogénicité, elle touche notamment les sujets immunodéprimés en cas de splénectomie, en cas d'asplénie fonctionnelle comme en cas de drépanocytose, dans le myélome multiple, chez les patients sous corticothérapie. C'est ce qui fait que parfois, en cas de patients sous corticothérapie puissante, il faut très fréquemment penser aux pneumonies franche-lobaires ou bien aux pneumonies diffuses, ce qui explique l'indication du téléthorax chez ces patients, même en dehors de syndrome infectieux, parce qu'ils sont à grand risque. Ou bien nous avons les déficits immunitaires primitifs et secondaires comme le stade SIDA du VIH. Un cas particulier appelé le mutisme akinétique, qui est un stade sévère de coma qui prédispose les sujets atteints à la pneumonie nosocomiale à pneumocoque liée à la ventilation mécanique. La virulence est liée à la capsule qui lui confère un caractère antiphagocytaire, avec toute perte de capsule entraînant une perte de virulence. Donc ce n'est pas seulement une composante qui lui donne un caractère antiphagocytaire, mais qui lui donne un caractère virulent aussi. On a aussi les adhésines, et notamment la pneumolysine, qui dégrade les membranes, notamment des vaisseaux, en créant des pores. Pour les pathologies, bien sûr, qui dit pneumocoque, dit pneumonie franche-lobaire aiguë et infections respiratoires basses comme les pneumonies diffuses. Mais la pneumonie franche-lobaire aiguë est la plus fréquente. Voilà le téléthorax qui va présenter une opacité dense homogène du lobe supérieur droit à cause du comblement alvéolaire par le pus. Donc c'est une infection purulente. Donc c'est un syndrome alvéolaire, bien sûr avec le contexte clinique
qui présente un syndrome infectieux chez le patient, on va s'orienter vers une infection respiratoire. Et puis, à part les infections respiratoires basses, nous avons, si bon, bien sûr, elle a bien appelé que l'alvéole et le poumon en général est le site préférable de le pneumocoque, malgré le cas les voies respiratoires hautes, pardon, ou le sujet n'est pas immunodéprimé, mais il sera le quoi. Le sujet est immunodéprimé, il va se multiplier et se propager vers l'appareil respiratoire bas, et c'est son lieu d'hébergement préférable et sa cible pathologique préférable aussi. Et la pneumolysine dégrade la barrière alvéolo-capillaire, elle peut donner une bactériémie qui se complique d'un sepsis à pneumocoque, et le pneumocoque arrive à traverser la barrière hémato-encéphalique, ça va donner des méningo-encéphalites purulentes bactériennes. Autrement, on a des lésions suppurées, notamment des séreuses, péricardites et pleurésie purulentes notamment, ainsi que des endocardites infectieuses en provoquant des végétations valvulaires. Alors pour les diagnostics d'une infection à Streptococcus pneumoniae, on va un prélèvement du foyer infectieux, ou le patient présente un syndrome infectieux, on va compléter le prélèvement du foyer par une hémoculture et parfois même par une ponction lombaire, le patient présente un syndrome méningé. Nous un examen direct, après prélèvement bien sûr, mise en évidence de diplocoque à gram positif, et puis l'isolement de la culture par recherche d'alpha-hémolyse et la sensibilité à l'optochine. La sensibilité à l'optochine est positive avec alpha-hémolyse, le diagnostic d'une infection à pneumocoque est établi. Pour ce qui est de traitement, on utilise la pénicilline G ou A. Finalement, les entérocoques, ce sont des cocciagrammes positifs qui se regroupent en petites chaînettes appelées diplocoques et se distinguent des autres streptocoques par leur spécificité génotypique et leur capacité de cultiver sur des milieux hostiles, riches en NaCl ou bien même riches en bilisculine. Elles ont donc la capacité de dégrader l'esculine, ce qui peut se voir dans cette image. Ce sont des bactéries du tube digestif et les principales sont Enterococcus fecalis et Enterococcus faecium. Les pathologies associées sont notamment des infections urinaires et endocardite nosocomiale le plus souvent, et autrement, on a des suppurations intra-abdominales associées à d'autres bactéries. Le diagnostic repose sur l'isolement de la bactérie soit au niveau du site d'infection, soit sur hémoculture, et le traitement a une résistance à un large panel d'antibiotiques, notamment aux pénicillines et aux céphalosporines, sauf quelques C3G, C4G. La vancomycine représente le traitement de choix, mais des souches résistantes apparaissent, coulium. Et merci beaucoup, on se voit Inch'Allah dans une autre vidéo.